cet après-midi une première salve d'intervention sur des sujets assez différents, vous allez voir. Pour démarrer, on va commencer par parler nouvelle génération de plateformes. Alors, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la notion d'expérience apprenant prend de plus en plus de place dans le digital learning, dans le learning en général, et forcément dans le secteur des plateformes de formation. À côté des LMS, j'ai envie de dire de plus en plus proches, se sont développés ce qu'on appelle des LXP, pour les Learning Experience Platform. On parle aussi de nouvelle génération de plateformes, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vraiment différent ? Comment ? Quelles sont finalement la promesse de ces nouvelles générations de plateformes ? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Morgane No, qui a cofondé... Bonjour. Qui a cofondé Belink il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui a développé une solution de LXP avec cette idée, moi, que je trouve très intéressante, de participer à déployer un écosystème de formation au sein d'une entreprise. Morgane, je te laisse te présenter plus précisément et puis nous présenter comment Belink tente de renouveler l'expérience apprenant. Et puis gardez vos questions pour la fin. Ouais, on va essayer de faire un truc aussi un peu participatif, donc avec pas mal de questions. Parce que voilà, en plus on revient du déjeuner, donc c'est quand même plus sympa que d'avoir une présentation très top-down. Donc moi je m'appelle Morgane No, je suis le cofondateur de Belink, société française, depuis effectivement 4 ans. La particularité de Belink, c'est de be a link, donc c'est la contraction de faire le lien. C'est que nous on pense qu'aujourd'hui les gens ne travaillent pas qu'avec un seul système de formation, hein. Il y a des plateformes de coaching, il y a des outils auteurs, il y a des outils de réalité virtuelle, il y a du micro-learning, il y a des outils d'assessment, des outils de développement de la compétence, etc. Et que finalement, chaque éditeur doit se concentrer sur ce qu'il sait faire et bien faire. Et qu'aujourd'hui, la qualité de l'expérience utilisateur, c'est plutôt comment finalement on va donner une expérience et un continuum de formation multimodale tout en utilisant des outils qui peuvent être totalement différents. Et j'entends par là, voilà, aujourd'hui, peut-être qu'un responsable dans une entreprise, il a un accès à son LMS, il a un accès à une offre de formation type LinkedIn avec des catalogues de contenu. Et donc, en fait, les gens se baladent avec 70 logins mots de passe, avec des systèmes qui ne sont pas intégrés, des modalités de formation qui ne font pas de sens. Et des actions dans le temps qui ne font pas de sens pour les apprenants. Et donc vraiment la promesse de Belink, c'est de fédérer en fait toutes ces applications et de donner une expérience cohérente et personnalisée à l'utilisateur. Hop. Donc quelques mots sur Belink, donc fondé en 2019, ça on l'a dit. Entreprise française avec un peu plus de entre 60 et 100% de croissance par an. On a à peu près 1 million d'utilisateurs, un peu plus d'1 million d'utilisateurs dans 60 pays, 15 langues. La plateforme, elle est vraiment reconnue sur son innovation. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est reconnue chaque année. En fait, là, vous avez des awards. C'est pas juste, voilà, chaque année, il y a une vraie continuité dans l'investissement, la R&D, l'innovation. On édite 2 solutions, ce qu'on appelle un LXP, donc Learning Experience Platform. Et puis vous allez voir un petit peu c'est quoi les différences de ce type de plateforme avec un LMS et en quoi ça peut aussi compléter un LMS. Et on édite ce qu'on appelle un LRS. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ça s'appelle un Learning Record Store. Vous connaissez sans doute SCORM comme norme, SCORM 1.2, 2004, etc. Vous connaissez peut-être un peu moins XAPI, mais c'est une nouvelle norme de digital learning qui a émergé, justement pour aller traquer des actions de formation qui ne sont pas encapsulables dans des objets traditionnels SCORM. Donc aujourd'hui, voilà, faire du SCORM sur des modules de e-learning, c'est facile.
Mais quand vous voulez traquer par exemple du coaching ou de la formation terrain, ça devient plus compliqué. Et donc en fait, il y a une nouvelle norme qui est sortie qui s'appelle XAPI qui permet justement de traquer tout ça et de le stocker dans une base de données qui est faite qui s'appelle un LRS. On a plusieurs partenaires qui sont généralement des gros éditeurs, Microsoft, Oracle, SAP, et une trentaine de connecteurs avec des solutions du marché. Donc ça, c'est un petit peu voilà qui on est, quelques références clients. On travaille, je dirais que plus l'écosystème du client est vaste et varié, plus il y a un intérêt pour travailler avec Belink. Donc par exemple, j'ai des clients comme Leroy Merlin. Dans le groupe Leroy Merlin, il y a 170 000 utilisateurs, il y a 11 LMS différents. Et le problème, c'est comment je vais proposer une expérience à l'utilisateur final qui soit la même en France, au Brésil, avec le même niveau de recommandation, la même offre et le même catalogue consolidé. Et donc en fait, il y a beaucoup de nos clients voilà, qui ont un écosystème d'applications qui est très vaste autour du digital learning, voire même c'est encore plus spécialisé. On n'a pas parlé des... Généralement, la partie LMS, il ne gère pas très bien la partie synchrone de la formation, tout ce qui est présentiel, classe virtuelle. Et donc, la plupart du temps, vous avez un autre outil à côté pour gérer le présentiel. Et du coup, vous ne faites pas du blended parce que le présentiel, vous n'arrivez pas à le mettre dans le LMS. Et donc, voilà. En fait, c'est cette variété de plateformes qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt, un positionnement pour des solutions comme Belink. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que beaucoup des plateformes de formation, elles ont été montées dans le début des années 2000. Finalement, il y avait l'essor d'Internet, du e-commerce, du e-learning. Et du coup, beaucoup d'éditeurs se sont créés entre 2000 et 2010. Sauf qu'aujourd'hui, on n'apprend plus comme on apprenait en 2000-2010. Les technologies ont évolué, les usages et finalement... les usages qu'on peut avoir en B2C de beaucoup de plateformes ont évolué. Voilà, maintenant, on parle Netflix, Amazon Prime, Spotify, etc. Donc, en fait, toutes ces plateformes-là sont venues finalement modeler un petit peu la manière dont on conçoit l'expérience d'un utilisateur. Et donc, effectivement, des plateformes qui ont été conçues sans ces codes B2C-là, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, on a listé, et je vais vous présenter quelques points qui sont vraiment, on va dire, typiques d'une Learning Experience Platform. Donc toute la partie personnalisation, l'ouverture sur l'architecture, la partie intégration. Les nouvelles métriques, on parlera aussi de... c'est bien de comptabiliser un temps de formation et si la personne elle a complété ou pas une formation. C'est un peu mieux d'évaluer si la personne elle a augmenté en termes de compétences ou pas. La partie data et l'approche effectivement qui est beaucoup plus décentralisée et bottom-up du learning. Donc premier point, la personnalisation et la recommandation. Vous avez une vague en fait, donc comme je dis, la majorité des acteurs, à part peut-être 360 Learning qui s'est créé un petit peu plus tard, mais la majorité des acteurs c'était entre 2000 et 2010. Et en fait, tous les clients, tout le monde a eu la même approche, qui était de dire j'achète une plateforme, je vais potentiellement acheter du contenu sur étagère, je vais remplir ma plateforme, je vais créer des modules avec des outils auteurs, créer des formations, inscrire des gens, relever les compteurs. Donc ça, c'était le e-learning traditionnel. Et dans une optique de se dire, il y a beaucoup finalement, et c'est le pitch d'Edflex, d'ailleurs je leur fais un coucou s'ils sont là, le pitch qui est de dire finalement, même si vous avez une plateforme, les gens ils vont sur YouTube se former. Donc en fait, il y a eu toute une démarche des entreprises qui était de dire, je vais augmenter mon catalogue avec plein d'objets, je vais avoir une offre qui est très riche et très variée, et finalement ça va créer de l'usage sur mon LMS. Manque de bol, les gens ils vont toujours sur YouTube. Et le LMS, il est principalement utilisé pour faire ce qu'on appelle la compliance, les modules qui sont obligatoires de RGPD ou de loi Sapin 2.
Et donc en fait, il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est un peu le nombre finalement de contenus. L'utilisateur, il s'en moque. Il veut finalement un contenu qui soit pertinent pour lui et ultra personnalisé. Et donc aujourd'hui, nous, on a développé pas mal d'algorithmes de recommandations. Donc c'est du machine learning qui vont, suivant le profil de l'utilisateur, ses centres d'intérêt, ses motivations. Par exemple, enfin, ça peut paraître tout bête, mais nous, à la première connexion de l'utilisateur dans la plateforme, on lui demande sur quelles compétences il souhaiterait se former et se développer. Et quel type de support il apprécie d'avoir. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment des usages qui sont inspirés du B2C, hein, des plateformes comme Spotify ou autres, où on va chercher à mieux comprendre l'utilisateur pour lui offrir une expérience qui est ultra personnalisée. Et moi, je préfère pousser, je sais pas, 3 formations ou 3 contenus dans mon système que de dire, bah, en fait, tu as un moteur de recherche, tu as accès à tout le catalogue et puis tu vas peut-être trouver ton bonheur là-dedans, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une vraie logique d'hyper-personnalisation de l'offre, voire même d'individualisation des trajets de formation. Donc ça peut jouer à plusieurs niveaux, hein. Voilà, on a des groupes comme je parlais de Leroy Merlin tout à l'heure, mais quand je suis collaborateur et que j'arrive au rayon menuiserie dans un Leroy Merlin à Nanterre, directement je vais avoir l'offre locale de l'Île-de-France parce que les formations en présentiel de l'Île-de-France, je vais avoir tout ce qui correspond au rayon menuiserie, tout ce qui correspond exactement à mon profil en termes d'ancienneté, d'expérience, etc. Donc aujourd'hui, on cherche à hyper personnaliser l'offre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment sur cette notion d'écosystème. C'est, comme on le disait aujourd'hui, et vous voyez, hein, je pense que le salon est bien rempli. Il y a beaucoup d'éditeurs en fait dans ce secteur, que ce soit des éditeurs de contenu, des éditeurs d'outils auteurs, de plateformes de diffusion, etc. Nous, notre philosophie, c'est pas de dire bah on va vous imposer de travailler avec ça, sinon vous allez voir un autre éditeur. Nous, on considère que bah, finalement, vous avez des outils, il y en a que vous aimez bien, il y en a que vous aimez moins bien. On va capitaliser sur les outils que vous aimez bien pour les intégrer dans la plateforme. Et voire même, on va avoir cette même philosophie sur toutes les applications. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans beaucoup d'applications, on a développé des moteurs de discussion. Donc finalement, vous discutez dans votre réseau social d'entreprise, vous discutez dans votre CRM, vous discutez dans, je sais pas, un intranet par exemple, dans un réseau social d'entreprise. Et donc vous avez autant de discussions finalement que vous n'avez d'outils SaaS en face. Et vous avez Teams ou Slack ou autre à côté. Et donc nous, plutôt que de se dire, bah, nous on va se concentrer sur l'expérience de l'utilisateur et la modélisation du parcours de formation, plutôt que de passer de mon temps à redévelopper un moteur de discussion, en fait je vais intégrer Teams ou Slack ou je sais pas quoi, l'outil qui est utilisé par le client. Ça a plusieurs vertus. D'une, ça permet de centraliser les communications. C'est-à-dire que bah, du coup, quand je vais chercher une information, j'ai un seul endroit où aller la chercher. Et en plus, nous, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est de dire, faisons l'expérience pour l'utilisateur la plus sensée possible, sans avoir à redévelopper finalement des bouts de fonctionnalités qui sont très bien servis par d'autres produits. Et donc aujourd'hui, voilà, on a vraiment cette logique aussi de ce qu'on appelle learning in the flow of work. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais de la philosophie qui est de dire on va tenter d'hyper personnaliser le contenu qui est poussé à l'utilisateur, et il est poussé à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on essaye de recommander de la formation dans des outils de productivité et des outils au quotidien de l'utilisateur. On considère que ça crée de la friction
que de devoir aller à un endroit spécifique, par exemple, pour consommer un parcours de formation. Donc moi, par exemple, si je suis commercial, je travaille dans un CRM, je veux améliorer mes compétences sur la négociation. En fait, c'est dans le CRM où je passe la majorité de ma journée que je veux avoir la ressource de négociation intéressante qui va me permettre d'évoluer sur cette compétence. Et je ne veux pas forcément avoir à aller chercher la ressource ou aller sur une autre application pour me former. Et ça, on voit que ça crée une sorte de culture autour de l'apprentissage. C'est plus de l'apprentissage qui va me demander un effort en tant qu'apprenant. C'est je fais l'effort d'aller sur la plateforme. Je fais l'effort de passer par un moteur de recherche. Je fais l'effort de trouver la bonne formation. Ah non. Et moi, j'ai plein d'autres choses à faire dans ma journée. J'ai très peu de temps à allouer à la formation, ce qui est le cas pour tout le monde, hein. Donc, en fait, moi, je cherche du contenu court, hyper personnalisé et qui soit poussé de manière intelligente dans mes applications du quotidien. Donc, vraiment, il y a cette double casquette d'intégration où on va rationaliser un certain nombre d'outils et on va essayer d'amener le contenu à l'utilisateur plutôt que ce soit l'utilisateur qui aille au contenu. Accessoirement, comme ça, on s'affranchit aussi de toutes les problématiques. Alors, un coup, c'est appelé learner marketing, un coup, c'est appelé learner engagement, je ne sais pas quoi. En grosso modo, c'est d'envoyer des mails aux gens pour qu'ils se connectent. Voilà. En fait, c'est toujours une problématique de comment je vais aller chercher l'utilisateur pour le ramener à mon applicatif. Il faut que ça soit l'inverse, en fait. Il faut que ça soit la formation contextualisée qui aille à l'utilisateur. Autre point, les plateformes, alors, je ne sais pas si c'est dit de nouvelle génération ou voilà, elles ont un autre nom qui est Learning Experience Platform. Elles monitorent plus seulement les mêmes métriques qu'avant. C'est-à-dire que pareil, si je prends une plateforme traditionnelle type LMS, je vais héberger des contenus, je vais regarder combien de temps les gens ils ont passé sur les contenus, est-ce qu'ils sont allés au bout de la formation ou pas. Potentiellement, je vais faire un quiz quand même pour essayer de valider. Alors, soit je fais un quiz à la fin pour essayer de valider des acquis, puis je fais un QCM un peu rapide. Soit je fais de l'amont-aval, là c'est déjà un peu mieux, pour essayer de commencer à mesurer des gaps de connaissances. Mais en fait, ce qui va intéresser un LXP, c'est vraiment la compétence. En fait, la compétence, elle est au cœur du produit. C'est pour évoluer du métier de chef de projet à responsable commercial, quelles sont les compétences qui me manquent dans mon profil? Si je m'évalue sur ces compétences-là, c'est quoi le gap de compétences qu'il faut que j'atteigne pour aller sur ce type de métier? Et donc là, la plateforme, ce qu'elle va faire, c'est que même sur des trajectoires de carrière, elle va recommander automatiquement l'offre de formation pour évoluer dans ces compétences. Et nous, ce qu'on va s'attacher à traquer, monitorer en termes de... c'est vraiment la compétence. Finalement, quelque part, aujourd'hui, que Morgan il est passé 15 heures sur son module de gestion de projet ou qu'il est passé 10 minutes, alors ça peut être bien hein, si j'ai des financements qui comptabilisent le nombre d'heures. Je ne dis pas que c'est une donnée qu'il faut complètement éluder, mais je dis qu'en fait, on a pris le problème à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, on réfléchissait avec le nombre d'heures pour se dire j'ai besoin de justifier du e-learning dans mon entreprise et de montrer qu'avec le e-learning, je vais être capable de former plus de gens pour moins cher. C'est pour ça qu'on a comptabilisé les heures, en fait. Et pour un certain nombre de dispositifs cofinancés par des OPCO ou autres. Donc en fait, on s'est focalisé sur la métrique du temps passé. Et qu'est-ce qui dit que Morgan, s'il a passé 150 heures sur son module de gestion de projet, il en a ressorti quelque chose ou pas? Donc aujourd'hui, toute la réflexion, et d'ailleurs, c'est pas que Billink qui le dit, hein, si vous reprenez l'évolution des réformes de la formation professionnelle en France, elles vont dans ce sens-là.
on s'attache de moins en moins à relever exactement le compteur de la minute passée par l'utilisateur sur un LMS. Et puis on va valider des blocs de compétences, on devient beaucoup plus ouvert vis-à-vis de ces approches-là. Donc c'est ça qu'on va vraiment essayer d'aller chercher dans chaque expérience du collaborateur. Donc je l'ai parlé aussi, ce qui se passe, c'est que on essaye de décorréler la partie hébergement de la donnée de la partie interface utilisateur. Donc là, pareil, je vous prends je pense, allez, même jusqu'à aujourd'hui. Je prends jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une solution, vous en êtes plus ou moins content, vous voulez potentiellement changer de solution. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler sur une migration de données. C'est-à-dire que vous allez extraire toutes les données de la plateforme A pour aller voir monsieur B avec qui vous avez contractualisé. Puis vous allez lui dire, regarde, j'ai ça en obligation légale. Il faut que tu reprennes tous les compteurs avec tous ces modules de e-learning là et que tu me sortes mes reports, quoi. Et aujourd'hui, en fait, ça a complètement plus ou moins volé en éclats aussi avec l'arrivée de XAPI. C'est qu'aujourd'hui, en plus, la donnée learning, souvent, c'est considéré comme une donnée stratégique dans les entreprises. Vous êtes un constructeur automobile, vous, je sais pas, formez vos salariés sur les batteries électriques et la mobilité. Vous n'avez peut-être pas envie que ça soit hébergé sur des serveurs aux États-Unis parce que vous avez contracté avec un éditeur américain. Et puis que finalement, ça soit soumis à AWS, à Patriot Act, etc. Donc moi, j'ai de plus en plus de grands groupes qui veulent une souveraineté de la donnée learning et qui veulent l'héberger chez eux et pas chez l'éditeur. Et ça a une autre vertu, c'est que si vous changez d'éditeur demain, la donnée, elle est chez vous. Donc vous n'avez pas de migration de données à faire. Et donc on va de plus en plus vers ce type d'architecture où il y a une couche d'expérience utilisateur et une couche de données et que les données, elles ne sont pas stockées dans la couche d'expérience utilisateur. Dernier point. On a, je trouve, enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment la philosophie dans le produit, c'était de changer je regarde le temps, non, ça va, on est à peu près bien. Je finis juste rapidement là-dessus. On a vraiment changé un peu la philosophie de comment on conçoit le learning. Parce que moi, j'étais, avant de cofonder Billink, j'étais salarié dans une entreprise et j'étais manager. Et je me disais, comment je donne des ressources aux gens qui sont dans mon équipe pour qu'ils puissent se développer. Donc, en fait, chemin traditionnel d'un manager dans n'importe quelle boîte, c'est tu vas trouver le RH. Le RH, il va potentiellement trouver l'administrateur du LMS. L'administrateur du LMS, il va potentiellement trouver l'offre avec le RH qui pourrait correspondre à la personne. Il faut qu'il fasse une inscription de cet utilisateur à une session de formation. Et potentiellement, in fine, peut-être qu'un jour, la personne recevra un contenu pour se former. Donc en fait, ce que font les 90% des managers, ils mettent, soit ils forment eux-mêmes et puis ils utilisent des ressources autres que les outils qui sont fournis par l'entreprise. Règle numéro 1. Deuxième règle, c'est finalement, je mets un bloqueur dans l'agenda du collaborateur et puis c'est moi qui le forme. Et puis finalement, on transmet les compétences, on fait du one-to-one comme ça. Et donc, si vous prenez par exemple les 15 dernières années de plateforme, le modèle, il est le même. C'est vous créez des contenus, vous les hébergez dans une plateforme, vous inscrivez des utilisateurs avec une gestion d'un back-office, etc. Et les gens accèdent. Donc, c'est une approche qui est très top-down. Créer un catalogue de formation, j'inscris les gens. Nous, ce qu'on prône, c'est le bottom-up. C'est de dire, si on veut tendre vers une organisation apprenante, il faut déjà partir du postulat que chacun dans l'entreprise a des compétences à partager. Voilà, changement de paradigme. Deuxième point, en fait, moi, en tant que manager, je peux créer une inscription.
Donc j'ai une visibilité sur mon équipe, je peux inscrire facilement quelqu'un sur une formation. Voire même, je peux créer du contenu. Ou je peux même créer des sessions présentielles. Et donc là, on va commencer à avoir des entreprises qui traquent des actions de formation qui passaient complètement sous silence avant. Parce que, en fait, c'était des gens qui formaient d'autres gens, qui leur transmettaient une expertise, mais que ça embêtait tout le monde d'aller traquer dans un LMS ou autre. Donc en fait, c'est juste qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment évoluer sur la philosophie et de se dire si on veut que les gens partagent leurs connaissances, se forment, etc., il faut arrêter de créer des barrières à l'entrée avec des administrateurs de LMS, des formations au LMS, etc. Il faut donner les outils aux managers pour qu'ils puissent inscrire facilement quelqu'un sur une formation, quoi. Voilà un petit peu ce qui est différenciant, je pense, dans les nouvelles générations de plateformes. Et puis on va prendre les questions. Voilà, donc n'hésitez pas. On a le temps pour quelques questions, donc si on a. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous avez pu intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle, en particulier générative, ou est-ce que vous avez prévu de le faire dans quel délai? Alors, du coup, sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, en fait, depuis plusieurs années, en fait, les éditeurs ont heureusement pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour travailler sur les sujets de machine learning. Finalement, même un algorithme de développement informatique, c'est un algo. On a développé nos propres moteurs de recommandation, donc qui ont été développés en partenariat avec l'INRIA pour beaucoup d'entre eux. Du coup, c'est de la recommandation, on appelle ça du collaborative filtering, hein, mais c'est suivant mon profil utilisateur, ce qui est consommé par les utilisateurs qui ont le même profil que moi, mixé avec les compétences sur lesquelles je veux évoluer, etc. Le système va faire un certain nombre de recommandations. Donc ça, en fait, on a déjà des algorithmes d'IA, mais non génératives, intégrés dans le produit pour personnaliser l'expérience. Aujourd'hui, on commence à travailler sur de l'IA générative, mais plus, nous, sur une partie génération de métadonnées. Alors peut-être que ça va être un peu barbare dans mon expression, mais aujourd'hui, l'IA générative, c'est très bien quand vous êtes éditeur de contenu. Hein, je suis, je sais pas moi, Elucidate, j'ai une fonctionnalité qui me permet de générer une image ou qui me permet de générer du texte sur la base de quelques mots-clés ou même un plan de cours ou d'objectifs pédagogiques. Nous, on va vraiment se dire, en fait, tous nos algorithmes de recommandation, même notre moteur de recherche, etc., ça travaille sur ce qu'on appelle de la métadonnée. Donc, c'est tout ce qui entoure, en fait, votre contenu de formation. Que ça soit la codification, que ça soit les objectifs pédagogiques, que ça soit l'audience, etc. Et en fait, on va se servir de l'IA générative pour enrichir le catalogue des clients. Pareil, en fait, de mon expérience, beaucoup des clients que j'ai vus, quand on grattait un petit peu dans le catalogue qu'ils avaient en interne chez eux, généralement, ils hébergent un SCORM, ils mettent un titre et une description, et puis ils s'arrêtent là parce qu'en fait, ils veulent vite publier la formation parce qu'on me la demande depuis 15 jours et puis il faut que je la mette et que j'inscrive mes apprenants. Et donc en fait, toute cette partie de qualité de la métadonnée pour avoir une cohérence globale de mon catalogue, elle passe à la trappe. Et là, l'IA générative, dans notre type de plateforme, donc nous, on n'est pas un outil auteur, mais on a un outil de diffusion, là, ça fait du sens pour améliorer la qualité de la donnée qui est présente chez le client, d'utiliser de l'IA générative. Et on pense toujours le faire à deux niveaux, c'est-à-dire que nous, on pense faire des propositions pour nos clients et qui est quand même une validation humaine. Parce que l'IA générative, ça fonctionne avec des statistiques. Hein. Si, je ne sais pas, vous avez mis 40 modèles de bombes et à chaque fois, pour la désamorcer, c'était couper le fil rouge, mais qu'en fait, dans votre entreprise, c'est couper le fil bleu, l'IA générative va me dire de couper le fil rouge. Donc il faut quand même pour moi remettre les gens qui ont l'expertise quand même au cœur de ces processus-là, c'est de dire l'IA elle est là pour nous faire gagner du temps, mais il faut quand même un contrôle et une validation humaine derrière.
Merci Morgane, le temps file. Alors ce qui est très pratique, c'est que si vous avez d'autres questions, le stand est, Il est juste là. juste derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à passer pour poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.